C'est la fin de la Première Guerre mondiale et ses millions de morts. Cette première guerre industrielle a permis à l'économie et à la science de faire un prodigieux bond en avant, nouveau paradoxe de l'humanité. Une nouvelle ère arrive. On y voit naître des courants et des tendances dont le point commun est la liberté d'expression et la volonté de quitter les sentiers battus de l'art traditionnel. L'école des surréalistes, le Bauhaus, le jazz, Picasso, Modigliani, Man Ray et Isadora Duncan. L'art déco et ses audaces architecturales, la coupe à la Louise Brooks, la mode selon Poiret et la sortie du numéro 5 de Chanel. De Méliès aux expressionnistes allemands, l'Europe est le vivier du 7e art. Mais 14-18 permet aux Américains de devenir, en 3 ans, les premiers producteurs de films au monde. Ligue de censure aidant, les scénarios deviennent de plus en plus conventionnels afin de préserver les valeurs morales américaines. Qui aurait imaginé que la passion amoureuse qui unit un temps Garbeau et Gilbert allait en fait se terminer d'une manière tragique? Quand Greta Garbo, petite actrice suédoise qui ne parle pas encore anglais, arrive aux États-Unis en 1925, personne n'imagine que 16 ans plus tard, et après avoir joué dans 24 films, elle serait devenue la star la plus mystérieuse de l'histoire du cinéma. Elle est née Greta Lovisa Gustafsson à Stockholm, en Suède, le 18 septembre 1905. Son père meurt, et à 14 ans, Greta doit travailler comme coiffeuse, puis comme mannequin, pour un grand magasin. Le public la découvre comme actrice dans le film Peter the Tramp. Ce rôle lui permet d'obtenir une bourse pour le Théâtre dramatique royal de Stockholm. Timide et embarrassée par son manque d'éducation, elle reste à l'écart des filles sophistiquées de sa classe. En 1923, elle est remarquée par son premier mentor, le grand réalisateur suédois Maurice Stiller. L'extravagant Stiller sent que Greta peut incarner la femme idéale à l'écran. Elle se laisse modeler par son mentor et se métamorphose. Stiller lui fait perdre 10 kilos. Stiller lui apprend à s'habiller et à se maquiller, lui dit quoi faire et quoi penser. Stiller la prend totalement en charge. Greta Gustafsson devient Greta Garbo. Sous la main de fer de Stiller, je travaillais dur, très dur. Le tournage de la légende de Gösta Berling fut difficile. Stiller était un homme exigeant qui joua un rôle important dans l'évolution de ma personnalité. Il m'insuffla une perpétuelle quête de la perfection et une remise en cause systématique de mon jeu. Violent et méprisant, il savait être doux et attentionné. C'était sa méthode pour bien nous faire comprendre la psychologie d'un personnage. Ma relation avec Stiller s'apparente à celle de Sternberg pour Dietrich. Deux instinctifs qui transformèrent leur créature en une personnification de l'absolu féminin propre à nourrir leurs fantasmes et ceux du public. En 1925, Louis B. Mayer, le grand patron de la toute nouvelle et prestigieuse MGM, faisait sa tournée en Europe afin de prendre sous contrat les plus grands talents. Il m'avait déjà vu dans la légende et avait été séduit par ma présence à l'écran ainsi que ma ressemblance avec Norma Talmadge. Il nous engagea, Stiller et moi, pour 3 ans. À notre arrivée à Hollywood, l'accueil de la presse fut réservé. Ma relation avec ces gens ne changera jamais. En effet, je détonnais au milieu des actrices sophistiquées d'Hollywood. Et les Joan Crawford, les Jean Harlow ou les Marlene Dietrich m'attendaient au tournant.
Je débutais dans le torrent de Montabel en 1926. C'est également le début de ma collaboration avec William Daniels, le chef opérateur de la MGM, qui me suivra sur 20 de mes 24 films. En fait, c'est grâce à lui que j'ai réellement débuté à Hollywood. Les studios m'utilisaient uniquement pour des photos de publicité et William eut un jour l'idée de me filmer en utilisant un autre type de lumière et de pellicule. Il me mit en confiance. Le résultat fut stupéfiant. J'interprétais Elena dans La Tentatrice, devenant du jour au lendemain la nouvelle coqueluche de la compagnie. Gilbert apparaissait comme le partenaire idéal pour contrebalancer l'érotisme qui se dégageait de Garbo à l'écran. Leur rencontre fut électrique et les spectateurs frissonnèrent quand ils virent pour la première fois Garbo et Gilbert s'embrasser à pleine bouche. Leur passion continua hors de l'écran. Je viens du show business. Mes parents travaillaient déjà dans le milieu. Je débutais en 1915 comme vilain dans les films de Thomas Ince, que j'aidais également dans l'élaboration des scénarios et dans la réalisation. En 1921, je signai un contrat avec William Fox. De vilain, je devins l'amoureux et le tombeur. Ces rôles maudits me poursuivirent dans ma vie personnelle et je me suis souvent dit que j'aurais peut-être dû me cantonner au rôle de méchant. Je tombais amoureux d'une actrice, Leatrice Joy, qui me donna une fille. Je devenais populaire, et les somptueux studios de la MGM m'engagèrent et firent de moi leur fer de lance. Le tournage de L'Arme de clown de Victor Seaström fut leur première production. J'y interprétais Bezzano aux côtés de Norma Shearer. Moi qui rêvais de devenir scénariste ou réalisateur, je ne devais ma célébrité qu'à mon physique. Je fus pourtant le premier à accepter cette gloire soudaine. Dans la rue, les gens se retournaient sur moi. Erich von Stroheim, lui, ne semblait pas du tout impressionné. Et lorsque les studios m'imposèrent à lui pour jouer dans La Veuve Joyeuse, notre relation fut, comment dire, assez chaotique. Stroheim, très exigeant, jugeait les hommes pour ce qu'ils étaient réellement. Et mon image de tombeur ne lui plaisait pas. Mais très rapidement, notre respect mutuel se transforma en amitié sincère. La même année, je tournais sous la direction de King Vidor dans La Grande Parade, qui rapporta plus de 3 millions de dollars de recettes. Valentino lui-même n'avait pas atteint ses sommets. Renée Adoré, ma partenaire dans le film, en partagea les fruits. J'ai toujours regretté de ne pas l'avoir demandé en mariage. Je devenais un autre et me fondais dans cet environnement scintillant. En 1926 débute le tournage de La Chair et le Diable sous la direction de Clarence Brown, encore à la recherche du premier rôle féminin. Les studios me donnèrent alors Greta. Notre rencontre dépassa tout ce que j'aurais pu imaginer. Nous étions fous l'un de l'autre. C'était comme si nous nous attendions depuis toujours, comme si nous venions de trouver notre double. C'était tout simplement merveilleux.
Lorsque Clarence me proposa le rôle de Félicitas, je me rendis sur le tournage comme je le faisais d'habitude, sérieusement, mais sans réelle passion, ne réalisant toujours pas ce qui m'arrivait. C'est alors que je vis John. Nos regards se sont croisés et tout s'est arrêté le temps d'un battement de cœur qui dure encore. Je n'avais jamais ressenti une pareille émotion pour un homme, jamais. Il sera le seul avec qui je suis m'oublier complètement. C'était comme si nous vivions une lune de miel. Répétition, essais, tournage, nous ne nous quittions plus. Nos baisers sous les caméras dévoilaient l'intensité de notre passion. Nous ne pouvions rien dissimuler. Le soir de la première, ce fut l'émeute. Les journaux ayant relayé notre aventure, les fans se pressaient pour nous apercevoir. Je conseillais à Greta de demander une augmentation à meilleure. Je recevais 10 000 $ par semaine et elle, tout juste 600. Les deux plus grandes stars de la MGM devaient briller de mille feux, mais au même salaire. Après une partie de bras de fer, Greta obtint gain de cause. Nous vivions dans un film qui ne s'arrêtait jamais. Les tournages s'enchaînaient et puis, un jour, l'incroyable se produisit. Greta accepta de m'épouser. J'aurais dû écouter la petite voix qui me poussait à demander la main de René Adoré à l'époque de la Grande Parade. Tout fut géré par les studios qui organisèrent en même temps le mariage de King Vidor et d'Eleanor Boardman. Garbo ne se présenta même pas à l'église. Il n'y eut qu'un mariage de célébrer. J'étais effondré et perdu. Meyer crut bien faire en me disant d'oublier cette fille. Je le frappais et il jura alors de détruire ma carrière, ce qu'il fit. J'aurais dû au moins l'avertir, mais l'idée de m'engager avec un homme m'effraya. Je me réfugiai dans les bras de Mercedes d'Acosta, scénariste et poétesse qui comprenait mieux mes besoins. Pour connaître Garbo, disait Mercedes, il faut connaître le Nord, avec sa rigueur, sa mélancolie. Il faut connaître le vent, le froid, la pluie et les sombres ciels d'orage. Garbo est tout ça. Ils ne l'ont jamais compris à Hollywood. Mercedes d'Acosta joua un rôle important dans la vie de Garbo. Elle fut à la fois un refuge, un compagnon et un professeur. Prise à mon propre piège, Garbo l'actrice semblait plus réelle que Garbo la femme, même pour moi. Les hommes pouvaient s'identifier à Douglas Fairbanks, Clark Gable ou Robert Taylor. Les femmes, elles, s'identifiaient tout à moi. J'incarnais l'exotisme, la conscience du plaisir et de la volupté. Mes grands yeux et mes longs cils, mes larges épaules et mon corps allongé plaisaient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Une histoire circulait autour d'une nuit de noces où le marié avouait timidement à sa nouvelle épouse qu'il lui resterait fidèle et ne pourrait la tromper qu'avec Greta Garbo. Ce à quoi la jeune fille lui répondait que ce serait exactement la même chose pour elle. La MGM utilisa comme vamp encore et encore Anna Karenine, Intrigue, puis Mata Hari. Toujours les mêmes rôles où je ne jouais pas, me contentant simplement d'être l'image de la femme que tout le monde s'attendait à voir. Un être vénéneux qui tentait les hommes et le payait de sa vie. Arrive enfin Grand Hotel d'Edmond Goulding, où j'interprète une célèbre ballerine russe seule et triste dans sa somptueuse suite. John Barrymore m'intimidait par son talent et me rassurait par sa générosité. I was ambitious then. We were drilled like little soldiers. No rest, no stopping. I was little, slim, but hard as a diamond.
And I became famous and... But why am I telling you all this? Last night I didn't know you at all. I am Felix Benvenuto Freiherr von Geigen. My mother called me Flix. No. Flix. Oh, that's sweet. And how do you live? And what kind of a person are you? I'm a prodigal son, the black sheep of a white flock. I shall die on the gallows. John Gilbert, lui, subit les foudres de Meyer. Il est payé, certes, mais tout est fait pour le détruire. Lors du passage du muet au parlant, Gilbert passe des essais et les studios répandent le bruit qu'il a une voix de fausset, loin de l'image d'homme viril qu'il véhicule. La réalité est tout autre, et c'est Garbeau qui lui tendra la main un peu plus tard. Arrive la reine Christine. Irving Thalberg accepta à la fois la réécriture du scénario et la présence de John à mes côtés. Greta pensait donner un coup de pouce à la carrière brisée de Gilbert. De son côté, le personnage était proche d'elle, curieuse et cultivée, témoignant d'une grande liberté de mœurs. L'identification va plus loin. La reine était-elle vraiment pleine de dignité et d'abnégation, ou était-elle simplement une névropathe égocentrique? Cette réflexion pourrait facilement s'appliquer à Garbeau. You'd understand when you saw me again what had happened. That it had been so enchanting to be a woman. Not a queen, just a woman in a man's arms. Les studios misèrent alors sur une nouvelle image de Garbeau. Ninotchka d'Ernst Lubitsch voit le jour. Garbeau dans une comédie légère. Le public la découvre métamorphosée, épanouie, touchante et drôle. Go to bed, little father. We want to be alone. Please. You like me just a little bit? Your general appearance is not distasteful. Thank you. The whites of your eyes are clear. Your cornea is excellent. Your cornea is terrific. Love isn't so simple, Ninotchka. Ninotchka, why do doves bill and coo? Why do snails, the coldest of all creatures, circle interminably around each other? Why do moths fly hundreds of miles to find their mates? Why do flowers slowly open their petals? Oh, Ninotchka, surely you feel some slight symptom of the divine passion. A general warmth in the palms of your hands. A strange heaviness in your limbs. A burning of the lips that isn't thirst, but something 1,000 times more tantalizing, more exalting than thirst. You're very talkative.
Je pensais que la reine Christine me relancerait dans le circuit, mais le public m'identifia au personnage, cynique, amer et alcoolique, et je perdis définitivement toute confiance en moi. Je tournais un dernier film, une autre histoire autour de la bouteille. Le 9 juin 1936, je succomberai à une crise cardiaque. Ma vie professionnelle fut comme ma vie personnelle, montée trop haut, trop rapidement. La chute m'entraîna dans les ténèbres, où la seule lumière restera ma fille, Léatrice. Après plusieurs films, la MGM tourne La femme aux deux visages, Mon chant du cygne, un désastre. J'y joue comme un animal de foire, danse et apparaît en maillot de bain. La magie est brisée et le charme n'agit plus. J'ai perdu de mon mystère. Je décidai de quitter définitivement le cinéma. À 39 ans, riche et solitaire, je m'installai à New York et y resterai jusqu'à ma mort en 1990. Garbo et Gilbert. Gilbert et Garbo. Il y a quelque chose d'intemporel dans leur histoire d'amour. Les histoires qui durent sont celles qui finissent mal. La création semble parfois difficile à concilier avec le bonheur. Comment vivre le quotidien lorsqu'on côtoie les étoiles? Comment accepter de partager ce rêve et cette réalité? La meilleure façon de devenir immortel consiste sans doute à s'enfermer dans le mystère et à laisser les autres imaginer ce qui pourrait être. L'intimité est pour les mortels. Garbo et Gilbert ne sont que des créations d'ombre et de lumière. Un écran sur lequel on peut projeter nos fantasmes et nos désirs.